il faut commencer. Et les autres vont nous rejoindre dans ce webinaire. Bonjour, bienvenue tout le monde à ce webinaire. Et c'est un grand plaisir et privilège de vous loger dans ce webinaire et dans cette discussion virtuelle sur le thème soutenir la santé et le bien-être des enseignants et formateurs des enseignants durant la crise de COVID-19 en Afrique. Et ce webinaire va durer 1h30. Le webinaire commencera par un mot de bienvenue et allocution d'ouverture de la part de la directrice du bureau de liaison de l'UNESCO à Addis Ababa, Anna Elisa Afonso. Le mot de bienvenue et l'allocution d'ouverture sera suivi par la présentation sur deux instruments importants concernant les enseignants, notamment les recommandations de 1966 et celles de 1997. Ensuite, nous allons écouter une présentation sur le contexte de la santé et le bien-être des enseignants en Afrique occidentale et centrale. Après, les panélistes traiteront les différents sujets sur le thème du soutien sanitaire et psychosocial pour les étudiants et les enseignants durant et après la réouverture des écoles et partageront leur expérience relative. La table ronde des panélistes sera suivie d'une présentation des directives de services de la santé publique dans les écoles durant la crise de COVID-19, rôle et responsabilité. Une présentation qui sera donnée par un représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et s'il est là. Et par après, il y aura les questions qui auront été posées dans la salle de discussion de la fonction chat seront traitées. Et enfin, viendront les remarques de clôture. Si vous ne l'avez pas fait, nous vous invitons à saisir votre nom et l'organisation que vous représentez dans la salle de discussion en utilisant la fonction chat. Pour accéder à la salle de discussion de la fonction chat, veuillez cliquer sur l'icône de message en bas de l'écran de ce webinaire. Si vous avez une question, veuillez la saisir en utilisant la fonction chat pour que le modérateur de la salle de discussion chat la récupère et l'adresse au présentateur ou présentatrice appropriée. Chaque fois que vous n'avez pas la parole, veuillez désactiver votre microphone afin que nous ayons une expérience de qualité supérieure dans ce webinaire. Attention tout le monde, veuillez désactiver vos microphones maintenant et ne les réactivez pas que lorsque la parole vous a été accordée. Je vous souhaite la meilleure expérience durant ce webinaire et nous passons maintenant au discours d'ouverture d'Anna Elisa Santana Afonso, directrice du bureau de liaison de l'UNESCO à Addis Ababa. Anna, si vous êtes prête, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, cher modérateur. Donc, chers collègues, chers Yomiko, Anne-Thérèse, Dimitri, chers collègues de l'UNESCO, chers participants, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet webinaire sur le soutien à la santé et au bien-être des enseignants et des formateurs des enseignants pendant la crise de COVID-19 en Afrique. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet webinaire. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter l'ICBA pour tout le travail de réflexion et de dialogue qu'il est en train de mener tout au long de ces 5 ou 6 mois de pandémie pour renforcer les capacités des enseignants en Afrique. Je souhaite aussi saluer la bonne
coordination entre le ICBA et le bureau de liaison à Addis. Cet webinaire organisé par l'ICBA en collaboration avec la section de l'éducation pour la santé et le bien-être de l'UNESCO dans le cadre du projet financé par l'UNESCO et l'Agence suédoise de développement international, SIDA, le projet qui porte le nom « Nos droits, nos vies, notre avenir ». L'objectif général de ce webinaire est de créer une opportunité pour les autorités en éducation, les partenaires, les chefs d'établissements scolaires, les enseignants et les formateurs des enseignants d'explorer et de discuter des préoccupations liées à la santé, au bien-être et au soutien psychosocial que les enseignants, les formateurs des enseignants et les chefs des établissements scolaires pourraient avoir concernant la réouverture d'écoles pendant et après la crise COVID-19. Nous savons tous que la pandémie de COVID-19 a laissé de nombreux problèmes en jeu dans la scolarité, y compris les perturbations que nous avons observées. Les enseignants n'ont pas du tout été épargnés. En effet, certains enseignants ont subi une réduction de leur salaire à 50%, tandis que d'autres, en particulier ceux qui travaillent dans les écoles privées, ont perdu leur contrat à cause du COVID-19. Outre ces problèmes de salaire, de problèmes de contrat, nous avons besoin d'avoir des données sexo-spécifiques sur la situation des enseignants en Afrique. Nous avons besoin de connaître et de veiller à leur santé et à leur protection. Nous avons besoin de réfléchir comment ces enseignants qui doivent s'occuper des élèves, ils doivent également s'occuper de leurs enfants à la maison. Les enseignants, dans le cadre de la crise du Covid, ont besoin d'une formation continue renforcée, une formation sur les TIC et l'utilisation des TIC comme un moyen d'instruction. Pendant cette période, les enseignants ont besoin de commenter leurs expériences, en particulier dans les zones rurales, pour mieux adapter l'organisation scolaire et les méthodologies d'enseignement face à cette situation des pandémies et je dirais face à d'autres possibles et futures situations de santé. La communication, c'est également un aspect important que les enseignants font face. Communication entre enseignants, communication avec les parents d'élèves, communication avec la communauté. Ce webinaire est donc destiné à fournir une plateforme pour réfléchir aux préoccupations que les enseignants, les formateurs des enseignants et les chefs d'établissements scolaires pourraient avoir concernant la réouverture des écoles pendant et après la crise COVID-19, concernant leur santé et leur bien-être. Il doit aussi discuter
des défis potentiels que les chefs des établissements scolaires, les enseignants et les formateurs des enseignants peuvent rencontrer dans leurs efforts de fournir un soutien sanitaire et psychosocial après la réouverture des écoles. Ils doivent concevoir des stratégies pour accélérer la préparation des enseignants, des chefs d'établissement scolaire et des formateurs des enseignants à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections afin de promouvoir un environnement de bien-être pendant et après la réouverture des écoles. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler que la stratégie continentale de l'éducation, CESA, conçue par l'Union africaine, dans son objectif stratégique numéro 1 sur la revitalisation de la profession d'enseignant, exige que nous fournissions des bonnes conditions de travail et de vie aux enseignants afin de l'améliorer leur statut et valeur dans la société. Les mêmes sentiments sont repris par les recommandations de l'UNESCO et de l'Organisation internationale du travail de 1966 concernant la condition du personnel enseignant et la recommandation de l'UNESCO de 1997 concernant la condition du personnel enseignant au niveau de l'éducation supérieure. Je ne peux pas ne pas faire mention à la Convention de 1960 sur la discrimination dans l'éducation, qui est la base pour une éducation de qualité, une éducation inclusive et l'équité dans l'éducation. Vous entendrez plus dans les présentations de cet webinaire. Je vous souhaite une expérience merveilleuse dans cet webinaire et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Merci Anna, merci beaucoup pour cette note d'ouverture qui est riche d'informations sur les défis qu'expérimentent les enseignants et ainsi que les actions qui ont besoin d'être mises en place pour assurer le bien-être, la santé et le bien-être des enseignants. Merci beaucoup. Et nous allons écouter maintenant la présentation de Delphine Santini sur deux instruments importants concernant les enseignants. Delphine, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à participer à ce webinaire très important et de pouvoir vous présenter deux instruments concernant les enseignants. J'ai préparé une présentation PowerPoint. Voilà, donc je m'appelle Delphine Santini, je travaille pour le bureau de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et je vais donc vous présenter deux instruments très importants concernant les enseignants, les recommandations internationales de 1966 et de 1997. Alors, tout d'abord, quelques mots de contexte pour démarrer cette présentation. Il faut revenir à la mission fondamentale de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, qui est de garantir le droit de tous à une éducation de qualité, une éducation inclusive et équitable pour tous. Et pour ce faire, l'UNESCO élabore, entre autres, et assure le suivi, promeut des normes et des standards en matière d'éducation afin de garantir le droit à l'éducation et de faire progresser l'agenda éducation 2030. Plusieurs instruments normatifs ont été adoptés. On peut citer notamment, comme cela a été fait d'ailleurs précédemment, la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,
qui a été adopté donc par l'UNESCO en 1960. Également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ont été adoptés tous les deux en 1966. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1990, elle aussi reprend l'importance du droit à l'éducation pour tous. Et il y a 2 recommandations qui se concentrent plus spécifiquement sur la question du statut des enseignants. C'est la recommandation de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 et la recommandation de l'UNESCO sur la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1997. Il faut tout d'abord reprendre très rapidement les caractéristiques d'une recommandation pour bien comprendre l'utilité de ces 2 outils. Une recommandation n'est pas juridiquement contraignante à la différence d'une convention internationale. Il n'y a pas de processus de ratification individuelle par les pays. Ils n'ont pas besoin de formaliser leur accord et leur adhésion à cet instrument. L'instrument est applicable à tous une fois qu'il a été adopté par l'organisation concernée. Dans le cas de ces recommandations, c'est sous les auspices de l'UNESCO et de l'Organisation internationale du travail que cela a été fait. Et ces recommandations, bien qu'elles ne soient pas donc juridiquement contraignantes, elles disposent toutefois d'une autorité morale et politique très importante, puisqu'elles ont été négociées par l'ensemble des pays, donc dans le cadre de l'UNESCO et de l'OIT, et ce qui confère une importante légitimité et autorité morale et politique à ces 2 textes. La recommandation de 1966, si nous pouvons regarder un peu plus en détail, elle fixe les critères de référence qui sont relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, et plus particulièrement des normes relatives à la formation, à la certification et l'agrément des enseignants. Il y a également des principes importants concernant les salaires et les conditions de travail des enseignants, leurs possibilités d'avancement et de promotion. Plusieurs principes ont trait également au code d'éthique et aux normes professionnelles de la profession, des qualifications portant pour les formateurs d'enseignants. La liberté académique dans la conception et l'exécution de l'enseignement est également un principe important de cette recommandation. La recommandation de 1997, quant à elle, complète la recommandation de 1966 pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur, qui n'était pas spécifiquement couvert par la première recommandation de 1966. La recommandation de 1997 donc, traite également des questions liées aux conditions d'emploi, aux congés d'études et de recherche, l'autonomie et la responsabilité institutionnelle, la liberté académique, les droits de publication et encore les normes éthiques et professionnelles dans l'enseignement et la recherche. Bien que ces 2 recommandations n'abordent pas spécifiquement et en détail les questions liées à la santé et au bien-être des enseignants, même si quelques aspects très spécifiques sont couverts, comme la sécurité sociale, les congés, congés maladie notamment, ce sont toutefois 2 instruments qui restent très importants pour promouvoir de manière générale le statut et les conditions de travail des enseignants. Et je vous invite à consulter les textes complets de ces 2 recommandations qui sont bien évidemment accessibles publiquement sur les sites de l'UNESCO et de l'OIT. Afin de permettre de suivre l'application de ces 2 recommandations, un comité conjoint d'experts entre l'OIT et l'UNESCO a été créé en 1967 et il a donc pour but, surtout après l'adoption de la première recommandation en 1966, donc il a été créé 1 an après ce comité, et il a pour but de faire le suivi de l'application de la recommandation de l'UNESCO et de l'OIT, et ensuite de la seconde recommandation. Ce comité
constitué de 12 experts indépendants. La dernière session de ce comité a eu lieu en 2018. D'ailleurs, le rapport est disponible également en ligne, donc n'hésitez pas à le consulter. Le comité a pour fonction d'étudier les tendances de l'enseignement et la manière dont les pays appliquent les recommandations. Mais le comité examine également des allégations d'organisations d'enseignants concernant le non-respect des recommandations. Cela signifie qu'un syndicat d'enseignants dans un pays peut tout à fait soumettre un rapport au comité en expliquant qu'il y a eu des violations des recommandations dans le pays concerné et demander au comité de s'intéresser à la question, d'essayer d'établir les circonstances et la situation exacte dans laquelle ces recommandations et ces principes seraient violés et de permettre d'engager un dialogue social avec les différentes parties prenantes. Puisqu'en effet, les recommandations du comité et ses propositions ont un caractère non contraignant, leur objet étant davantage de guider l'action des autorités nationales, des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres parties prenantes dans le secteur de l'éducation. Donc c'est un processus donc non contraignant, ce n'est pas un organe judiciaire, mais l'intention est de permettre aux différentes parties prenantes de discuter de la manière dont les principes de la recommandation peuvent être promus dans le pays et appliqués au mieux. Et il faut savoir que les rapports de ce comité sont approuvés par les organes directeurs de l'Organisation internationale du travail et de l'UNESCO et ils sont ensuite partagés avec l'ensemble des États membres. Alors, je vais maintenant vous parler de la Journée mondiale des enseignants qui est normalement célébrée le 5 octobre chaque année. Cette journée a été instituée en 1994. L'idée était de commémorer l'adoption de la recommandation de 1966. Avec l'adoption de l'objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation et la cible spécifique 4C sur le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030, la Journée mondiale des enseignants est devenue une occasion en fait, de célébrer les progrès et de réfléchir aux moyens de surmonter les défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante. Cette année, le thème qui a été retenu est « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Et il y a une originalité cette année, c'est que la Journée mondiale des enseignants ne sera pas célébrée uniquement le 5 octobre, mais ce sera une célébration qui durera une semaine, donc du 5 au 12 octobre. Il va y avoir des événements virtuels et interactifs qui seront organisés afin de recueillir des témoignages d'enseignants, d'organiser des présentations et des débats thématiques autour des questions de politique et des pratiques pertinentes pour la profession. Et ces manifestations seront organisées en collaboration avec les partenaires co-organisateurs, les instituts, les bureaux hors siège de l'UNESCO, les organismes des Nations Unies et d'autres partenaires du développement. Il y aura d'ailleurs des événements spécifiques qui seront organisés au niveau régional, probablement aussi pour la région Afrique de l'Ouest. Ça reste à confirmer, mais il devrait y avoir des événements avec un focus régional pour pouvoir discuter et débattre de ces questions au niveau donc régional. Le programme et toutes les informations seront publiées directement au lien qui s'affiche. Vous pourrez avoir toutes les informations et bien sûr, nous vous invitons à suivre cette semaine de célébration très importante pour la promotion du statut des enseignants. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, ainsi que les coordonnées de ma collègue Sonia Guerriero qui travaille à Paris et qui est chargée de la promotion du statut des enseignants. Elle travaille très étroitement sur ces questions et elle pourra également vous renseigner si vous avez besoin de davantage de renseignements. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation sur les recommandations qui sont des instruments très importants. Je voudrais réitérer votre invitation à consulter ces documents, tous les textes de ces documents.
Et merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter la présentation sur le contexte de la santé et le bien-être des enseignants en Afrique occidentale et centrale avec Sansire et Chouma. Sansire, vous avez 10 minutes. Bonjour, bonjour collègues. Est-ce que vous voyez mon écran, Bernard? Oui, je vois votre écran. Et si vous pouvez, oui, je le vois très bien. Ok, merci. Bonjour aux collègues. C'est un vrai plaisir de vous présenter aujourd'hui le contexte de la santé et du bien-être des enseignants dans notre région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je m'appelle Sandisile Chouma et je travaille au bureau régional multisectoriel de l'UNESCO à Dakar et dans le cluster de l'éducation à la santé et le bien-être. Donc, pourquoi l'éducation pour la santé et le bien-être? Nous savons que la santé est fondamentale pour l'éducation. Les apprenants en bonne santé et qui sont heureux apprennent mieux, tandis qu'une mauvaise santé peut avoir un effet néfaste sur l'assiduité et les performances scolaires. Donc, nous travaillons sur deux priorités stratégiques. La première priorité, c'est de veiller à ce que tous les enfants et les jeunes bénéficient d'une éducation sexuelle complète et de bonne qualité qui comprend une éducation sur le VIH. La deuxième priorité, c'est de veiller à ce que les enfants et les adolescents aient accès à des environnements d'apprentissage qui sont sûrs, inclusifs, non discriminatoires et favorables à la santé. Donc, notre stratégie en riposte au COVID-19 consiste à diffuser des messages de prévention du COVID-19 qui incluent les principaux facteurs de risque et de protection qui affectent la santé et le bien-être des communautés, y compris les élèves et des enseignants. Cela inclut la prévention du VIH et des autres IST, la prévention des grossesses précoces et non désirées et l'élimination du mariage des enfants et toute forme de violence basée sur le genre, car tous ces éléments ont un impact important sur le niveau de l'éducation et sur l'engagement des élèves et des étudiants dans leur cursus scolaire, et de ce fait, sur leur santé et leur bien-être aussi. Il est important de souligner le risque accru de décrochage scolaire qu'entraîne la fermeture des écoles. L'image que vous voyez sur la diapositive est une photo tirée d'une vidéo ludo-éducative qui était produite et diffusée au Cameroun. Je vous encourage à la visionner sur YouTube. Elle fait 3 minutes. Voici une citation des syndicats au Cameroun qui ont soumis une pétition au Premier ministre pour faire connaître leurs préoccupations sur la réouverture des écoles. La santé des enseignants, de millions d'élèves ainsi que de leurs parents nous semble sans prix. Les syndicats mobiliseront les enseignants en cas de nécessité à se défendre si les dispositions claires ne sont prises pour assurer leur retour dans de bonnes conditions sur les campus scolaires. Ces préoccupations existent chez les enseignants de toute la région et non seulement au Cameroun. Donc, la situation dans notre région. Je vais commencer par vous décrire les mesures qui ont été prises pour assurer la santé et le bien-être des élèves et des éducateurs. Et je vais commencer par les mesures en amont qui ont été prises pour créer un environnement favorable à la protection du bien-être des apprenants et des éducateurs. Et puis, je terminerai par les mesures prises en aval au niveau des écoles et des communautaires. Les consultations des parties prenantes menées par le ministère de l'Éducation afin de convenir des mesures à prendre et de ce qui doit être mis en place avant la réouverture des écoles. Les fonds supplémentaires sont débloqués pour l'acquisition d'installations de consommables WASH dans les écoles et pour la formation des chefs d'établissement et pour le maintien de l'apprentissage à domicile. Des directives et des procédures de gestion normalisées avec des orientations pour la réouverture et le fonctionnement des écoles en réponse au COVID-19.
Des guides sur la santé et la sécurité sont élaborés et diffusés à l'intention des enseignants dans les écoles. Et un soutien psychosocial et gestion du stress dans les écoles déployé et suivi par des comités de supervision. Je pense que le Sénégal est un bon exemple d'un pays où ce mécanisme a été mis en place et je suis heureuse que l'un de nos panélistes aujourd'hui peut s'exprimer davantage à ce sujet. Finalement, l'état de préparation à la réouverture des écoles est suivi au plus haut niveau. Quelles sont les mesures qui sont installées en aval? L'équipement de protection individuelle est fourni par des écoles aux apprenants et les éducateurs et au personnel non enseignant. L'accès à l'eau et à l'assainissement est renforcé dans les écoles, y compris les zones rurales, urbaines et dans les camps de réfugiés et déplacés. Le nettoyage et la désinfection des campus scolaires avant la réouverture et la prise quotidienne de la température de tous les apprenants du personnel. La réduction de la taille des classes et l'annulation des rassemblements des activités sportives pour mettre en place les mesures de distanciation sociale, et puis le soutien psychosocial aux apprenants et au personnel pour faire face à l'anxiété et à la détresse qui accompagnent cette pandémie. Donc, à quels défis les enseignants sont-ils confrontés lors de la réouverture des écoles ou pendant la période de fermeture? J'aborderai les défis auxquels sont confrontés les enseignants et les formateurs d'enseignants sous deux angles. Premièrement, la santé et le bien-être des enseignants eux-mêmes et deuxièmement, les conditions de travail des enseignants, en gardant à l'esprit que les conditions de travail ont également un impact sur la santé et le bien-être des enseignants. Donc, certains enseignants et personnels scolaires ou leurs familles ont été infectés par le COVID-19. Les enseignants ont de l'anxiété et du stress à faire face au COVID-19 et ils expriment une détresse aussi, une détresse émotionnelle en raison de la fermeture des écoles parce qu'il y avait plus de cas d'abandon d'élèves liés aux grossesses non désirées, au manque de soutien familial, à l'augmentation de la violence et il y a des instances où ça inclut le recrutement d'apprenants par des extrémistes violents dans notre région. Certains enseignants et leurs familles sont confrontés à l'insécurité alimentaire en raison de la perte de revenus. Et je pense que vous vous rappelez que notre directrice nous a mentionné que des enseignants des instituts privés n'ont pas reçu leur salaire et depuis nombreux mois et ils sont confrontés à l'insécurité alimentaire. Dans un pays comme le Nigeria, vous pouvez imaginer si 75% des écoles dans l'État de Lagos sont privées, ça signifie un nombre important d'enseignants qui ont vu leurs moyens de subsistance mis en péril. Il y a aussi le risque d'exposition au COVID-19 sur le lieu de travail lors des interactions professionnelles avec des collègues si la distanciation sociale n'est pas assurée, surtout aux instants où les classes sont pléthoriques et où il y a des pénuries d'équipements de protection individuelle. Et quels sont les défis liés aux conditions de travail des enseignants? Il y a le challenge de l'utilisation de moyens innovants, y compris de données personnelles, pour assurer la continuité de l'apprentissage à distance à l'aide des TIC et des plateformes en ligne. Les enseignants ont de travail supplémentaire du fait de la réduction du nombre d'apprenants par classe, conséquence de la multiplication des salles de classe pour maintenir les normes de distanciation. Et ils ont plus d'heures de travail, y compris pendant les week-ends, pour recouvrir le temps perdu pendant la fermeture des écoles. Il y a une augmentation de la charge de travail avec l'enseignement hybride, car les enseignants soutiennent l'apprentissage à distance et à domicile des apprenants, tout en poursuivant
l'enseignement en présentiel. Il y a des défis liés à la perturbation de l'apprentissage. Quand il y a la fermeture et la décontamination d'une école, lorsqu'un cas est identifié, ou plus d'anxiété et de tension et de retard dans le programme scolaire, provoque plus d'anxiété pour les enseignants et les apprenants. La suspension... Sandy Sile, oui? Pourriez-vous résumer dans une minute, s'il vous plaît? Oui, je vais résumer. Donc, je pense que notre directrice avait décrit beaucoup des défis liés aux suspensions des salaires et les distances, les autres défis qui sont face aux éducateurs. Donc, pour résumer, que faut-il faire pour protéger la santé et le bien-être des enseignants? Nous devons nous assurer que les enseignants ont accès à des conseils et à un soutien en cas de besoin. Il est nécessaire de diviser de grandes classes en classes plus petites, gérables pour respecter la distanciation. Il est nécessaire de recruter plus de ressources humaines pour surveiller la distanciation sociale. Il est nécessaire aussi de renforcer les partenariats avec le secteur privé pour aider les écoles à fournir ces conseils. Et l'implication des parents d'élèves et la communauté éducative est très importante aussi dans la protection des apprenants et des enseignants et l'élaboration des orientations claires. Juste pour terminer, je voudrais vous informer que l'UNESCO, avec l'OIT et le groupe de travail international sur les enseignants, ont élaboré de nouvelles orientations pour aider les enseignants dans leurs efforts de retour à l'école. Ces enseignants sont disponibles en ligne et je vous encourage de leur télécharger. La note d'orientation, des messages fournis, clairs et sur des considérations importantes. Et l'un de ces messages est qu'il faut des investissements qui tiennent compte de l'évolution des besoins des enseignants et des écoles. Et je pense qu'un bon exemple de ça est le partenariat avec Huawei, avec l'État sénégalais, où avec le soutien de l'UNESCO, la compagnie de téléphonie fournit la technologie et des connaissances nécessaires aux enseignants pour leur permettre un enseignement à distance de qualité. Donc, je vais terminer là sur cette note d'orientation. Et je vous recommande vivement d'en prendre connaissance et d'en partager largement dans vos réseaux. Merci et merci d'avoir m'écouté. Merci, Sandy, et merci d'avoir souligné les défis que les enseignants ont été exposés à cause de COVID-19, y compris l'exposition à l'insécurité alimentaire. Et vous avez aussi proposé quelques solutions qui pourraient aider à assurer une protection des enseignants tout en leur permettant de continuer leurs pratiques professionnelles. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons à la table ronde et nous allons commencer avec Dr Aliou Dia. Êtes-vous là, Dr Aliou Dia? Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Dr Aliou Dia, je vous entends très bien. Et à vous la parole si vous êtes prêt. Je suis un peu dans une voiture parce qu'il y a une petite incompréhension. Si vous pouvez me donner encore quelques minutes pour que je puisse, si un autre présentateur peut prendre la parole. Oui. Nous allons procéder à notre professeur et puis je vais aussi vérifier dans 5 minutes si vous êtes prêts. D'accord, c'est bon, ça marche. Professeur Soro, Goro, je vois que vous avez soulevé votre main et à vous la parole. Merci. J'ai une urgence et là, je suis content que le collègue SG du Sénégal ne soit pas prêt. Donc, je suis prêt à prendre la parole. Je partage ma présentation. Okay. Donc, professeur Soro, Goro, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes, OK.
Donc, je présente la situation de la Côte d'Ivoire. Désolé, vous avez 7 minutes. 7 vous pouvez minutes. présenter La 7 minutes. Soutenir la santé et le bien-être des enseignants et formateurs des enseignants durant la crise du Covid en Afrique de l'Ouest, surtout le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, le résumé est là. Ma présentation va se faire de la façon suivante. Les stratégies durant la fermeture des écoles en Côte d'Ivoire, les stratégies pendant la réouverture des écoles et les dispositions lors des examens à grand tirage. Donc, en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité a pris la décision donc, de fermer les écoles dès l'apparition du premier cas de Covid en Côte d'Ivoire. Et cette fermeture des écoles a concerné tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. Et immédiatement, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un système de téléenseignement qu'on appelait Mon école à la maison. Non seulement un système de téléenseignement, mais également un enseignement à distance via Internet, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, les chaînes de radio et les écoles de proximité. En ce qui concerne, j'espère que vous suivez, hein? Allô? Oui, professeur Sorongoro, nous vous attendons très bien. Mais est-ce qu'on voit mes diapos? Mes diapos ne sont pas visibles. Okay. José? C'est visible, docteur, continuez, c'est visible. Merci. Les stratégies pendant la réouverture des écoles. En ce qui concerne la réouverture des écoles, elle s'est faite donc progressivement. D'abord, les écoles de l'intérieur ont rouvert le 18 mai 2020 et le Grand Abidjan, c'est-à-dire la ville d'Abidjan et les villages alentours, les écoles ont rouvert là-bas le 25 mai 2020. Pour la réouverture, des mesures ont été prises, c'est-à-dire que, compte tenu de la fermeture des écoles de l'intérieur, beaucoup d'enseignants étaient venus à Abidjan, soit en famille, soit pour d'autres courses. Et la pandémie ayant pris de l'ampleur et surtout quand la décision a été prise de rouvrir les écoles, il a été question d'identifier tous ces enseignants-là à travers un système mis en place par la direction des technologies du ministère de l'Éducation nationale et aussi la direction au nom de l'enseignement supérieur, la direction des technologies également. Donc tous les enseignants se sont enregistrés sur ces plateformes et ont été identifiés. Et donc ces enseignants ont été pris en charge pour qu'ils retournent à l'intérieur. C'est-à-dire des convois ont été organisés pour respecter les mesures barrières. Et ces convois ont été organisés en collaboration avec le ministre du Transport pour aller dans les villes de l'intérieur. Ce convoi concernait également les enseignants et les élèves également qui étaient revenus, qui s'étaient repliés sur Abidjan. Et il a été décidé le dépistage systématique de tous les enseignants qui veulent retourner. Bon, c'était un dépistage volontaire. D'abord, la mesure était obligatoire, mais compte tenu du nombre d'enseignants qui devaient retourner et de la contrainte du temps, il a été rendu volontaire. Cependant, sur place, quand l'enseignant arrive dans la ville où il exerce, un système a été mis en place par la DEMOS, la direction de la mutualité et des études sociales, et la direction qui s'occupe de la santé des enseignants au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Là-bas, une prise en charge a été faite pour ceux qui viennent d'Abidjan, pour voir s'ils ne sont pas contaminés. Et ceux qui ont fait les tests, quand ils sont partis, dès que le résultat sort et que la personne est positive, une équipe est envoyée vers la personne pour la ramener à Abidjan pour une prise en charge totale. Également, donc, okay. Également, des masques ont été distribués aux enseignants qui devaient emprunter ces cas et des gels hydroalcooliques également. Donc, des masques ont été mis à la disposition des écoles, des universités aussi, parce que moi, je suis enseignant-chercheur, et à Boaké, nous avons eu des masques, nous avons eu des dons de masques par le ministère. Des points d'eau ont été installés dans ces écoles pour que les enfants puissent laver leurs mains en entrant à l'école. Et dans les universités également, c'est la même chose. Chaque classe donc, a été scindée pour respecter, pour permettre, pour protéger les enseignants. Les classes ont été scindées pour le primaire. C'est-à-dire que le CP1, au lieu que ce soit un seul élève qui prend le CP1, un seul enseignant qui prend le CP1, on scinde la classe de CP1 en deux. Donc, l'enseignant, les CP1, CP2, CE1, eux viennent aujourd'hui à l'école. CE2, CM1, CM2 restent à la maison. De sorte que les 6 enseignants
se partagent les 3 niveaux qui sont à l'école le jour. Tout cela, c'était pour protéger les enseignants et pour ne pas qu'il y ait des attroupements dans les écoles, de sorte que les enseignants sont avec un effectif réduit, ils encadrent. Et également, au supérieur, on a opté pour les cours en ligne. Les cours en ligne, les cours magistraux surtout en ligne. Et les TD se font avec des groupes. C'est-à-dire, on divise la classe en 20 groupes, par exemple. L'enseignant fait le cours avec un groupe et les autres étudiants sont amenés à suivre en ligne le TD, les travaux dirigés. Et en même temps, la désinfection des écoles et des universités également a été systématique dans certaines localités, pas forcément dans toutes les localités, mais je prends une localité comme Boaké. À l'université de Boaké, un cas a été découvert et dès que le cas a été découvert, 5 cas, pardon, l'université a été fermée et le dépistage a été, la désinfection a été systématique. À Korogo également, des écoles ont été désinfectées. Et un peu par Abidjan, les masques ont été distribués dans toutes les écoles, à tous les enseignants pour protéger la population scolaire et les élèves eux-mêmes. Une assistante médicale et psychosociale a été donc entreprise à l'attention des enseignants atteints du Covid, selon les besoins et en liaison avec les ministères concernés. C'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère du Transport, le ministère des Affaires sociales. Il y a eu un cadre qui a été créé pour prendre en charge les enseignants qui sont atteints du Covid. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la fonction professionnelle, à travers la direction technique, qu'on appelle la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, et en collaboration donc avec les services compétents des autres ministères, met tout en œuvre pour éviter que la pandémie passe par l'école. Donc, cela donc a été fait. Et pour revenir sur le cas des examens, donc, lors des examens à grand tirage, vous allez voir que, je ne vois plus la diapo, lors des examens à grand tirage, le nombre de secrétaires a été réduit dans les jurys, donc dans les secrétariats d'examen. Au lieu, avant c'était 10, 20, cette année, on a ramené à 5. Pour les 5 secrétaires pour vraiment permettre la distanciation physique. Et dans les salles de classe, les enfants ont été disposés de sorte qu'on n'ait pas plus de 30 élèves par salle de classe de composition. Et 1 par taban. Et les masques ont été mis à la disposition de tout le secrétariat du BAC, de tout le secrétariat du BBC, pour que tout le monde se protège avant d'entrer dans les salles de classe ou d'entrer dans le centre d'examen. Et les proclamations des résultats n'ont pas été faites comme par le passé, une proclamation publique. Les proclamations ont été faites donc dans les salles, c'est-à-dire que pour éviter les attroupements, pour éviter que les enfants se contaminent, pour éviter que les enseignants qui proclament les résultats soient contaminés lui aussi. Donc, on a proclamé les résultats dans les salles de classe et nous avons affiché les résultats le lendemain, pardon. Voilà. Et donc, ah oui, c'est là, c'est la déco qui a pris ça. Je m'excuse un peu parce que je suis très pris. Je suis à une réunion et j'ai dû quitter la réunion pour venir faire ma présentation. Donc, en somme, voici ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Mais je dois dire que pour la rentrée, c'est le 14 septembre. La rentrée est annoncée pour le 14 septembre. Et le travail est en cours pour préparer cette rentrée en tenant compte des conditions de la présence de ce virus en notre sein. Je termine par une image prise dans une salle où des enfants, moi-même, j'ai eu à piloter une opération d'évaluation de l'impact des cours à distance, des cours à la télévision et des cours à distance dans le mois de mai. Et nous sommes allés dans un pensionnat d'orphelins à Bingerville, où les enfants sont obligés de vivre à l'internat puisqu'ils sont orphelins et sont confiés donc à ce pensionnat. Mais là, voici comment les parents, les éducateurs s'organisent. Vous voyez, ils mettent les enfants un par banc et il y a au moins un banc entre chaque enfant des enfants. Et eux, ils sont là ils les encadrent de sorte à ce qu'ils étudient pendant cette période de la fermeture des écoles. C'est un exemple pratique. Votre serviteur, donc moi-même, je suis là.
Je suis avec le directeur des COGES, David Quadio, c'est lui qui est au fond, si vous voyez bien. Et nous avons 2 encadreurs qui sont avec nous dans la salle. Je voudrais dire merci donc, je voudrais dire merci aux organisateurs de ce webinaire. J'ai bien écouté les présentations du début. Je remercie tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Je ne pourrai pas terminer les présentations, donc la réunion, parce que j'ai une contrainte énorme. J'ai une réunion en cours. Je vais donc vous dire merci et j'espère pouvoir recevoir les autres présentations aussi. Je vous remercie. Merci, professeur Sorongoro. Nous vous remercions beaucoup pour cette présentation et qui est riche aussi, qui a présenté les mesures qui ont été mises en place, y compris la distribution des masques et les mesures pour assurer la distanciation sociale. Merci beaucoup. Aussi, je vous signale que ce webinaire est enregistré. Nous allons partager le lien à l'enregistrement. Maintenant, je vais vérifier avec le docteur Aliou Dia. Est-ce que vous êtes prêt maintenant? Ouais, je suis bien arrivé parce que j'étais dans la voiture, mais là, je suis dans un bureau. J'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous, je suis le docteur Aliou Dia. Je suis le responsable de la santé scolaire. Aliou Dia, je suis le responsable de la santé scolaire au Sénégal. Et en réalité, j'ai eu je fais ma présentation pas à Dakar, mais dans la région de Diourbel, pour ceux qui connaissent Sénégal. C'est à 200 km dans le cadre d'une mission que je menais ce matin à l'appui des académies, des enseignants dans le cadre du Covid. Et c'est une activité même qui est soutenue par l'UNESCO Dakar, le bureau de Dakar, pour l'appui psychosocial des enseignants. Mais j'avais prévu quand même de retourner à Dakar parce que pour moi, c'était dans 3 heures de temps que la réunion aura lieu. Mais dans tous les cas, la technologie a réglé le problème. Je me suis connecté dans le bureau de monsieur l'inspecteur d'académie d'Diourbel et je peux vous présenter l'expérience de Dakar. Merci à tous. Donc, je vais faire la présentation, c'est surtout répondre aux inquiétudes des enseignants durant et après la réouverture des écoles, l'expérience du Sénégal. Diapo. Donc, le plan que nous allons rapidement, il y a des choses qu'on va passer très rapidement. L'introduction, la continuité des enseignements-apprentissages, le protocole sanitaire qui a été mis en place au niveau du Sénégal, la protection des enseignants avant, qu'est-ce qu'on a fait avant et durant les apprentissages, et après même le suivi, les défis auxquels nous allons faire face, et enfin la conclusion. Et rapidement dire que la maladie à coronavirus est une maladie infectieuse qui a été découverte en Chine, ça tout le monde le connaît, que c'est une pandémie qui touche tous les pays dans le monde. Le SARS-CoV-2 a été détecté en décembre en 2019 et la pandémie a été déclarée par l'OMS le 11 mars 2020. Dire qu'au Sénégal, très tôt, on a mis en place, surtout au niveau du ministère de l'Éducation nationale, a mis très tôt un comité de veille au niveau du système. Et également, il y avait surtout un système de surveillance pour la riposte. Et le 2 mars 2020, le premier cas de SARS-CoV-2 ont été détectés. C'est au 2 mars seulement qu'on a détecté le premier cas au Sénégal et qui a été pris en charge. Mais comme vous l'avez su et que vous l'avez vu, malgré les efforts, les nombreux efforts qui ont été fournis, la situation a entraîné la fermeture des écoles et les établissements scolaires et universités le 14 mars. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale a pris des initiatives pour ce qu'on appelle la continuité des enseignements-apprentissages. Donc, la première fois, quand on a fermé les écoles, c'est pour mettre en place des stratégies pour essayer de continuer les enseignements à distance. Et le ministère a mis en place ce qu'on appelle l'initiative Apprendre à la maison pour assurer la continuité pédagogique avec les cours à distance et par le biais de la télévision, Canal Éducation, le
la télévision sénégalaise qui diffuse des cours en ligne. Et également, au niveau des académies et des inspections d'éducation à la formation, des photocopieurs sont mis en place pour permettre aux enfants de disposer de cours. Mais après 3 mois de gestion de pandémie, il était normal, et à l'allègement des conditions, il fallait rouvrir les écoles. C'est pourquoi le ministère a mis en place une stratégie pour la réouverture des écoles avec la mise en place d'un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire a été mis en place, qui est un document de référence pour assurer le maximum de sécurité dans l'espace scolaire, recommande un respect strict des mesures de la part de tous les acteurs, le personnel administratif, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Ce protocole est mis en place également pour rassurer surtout les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. Éviter la propagation de la maladie à l'ouverture des écoles. Vraiment, la grande préoccupation à ce niveau, c'était d'avoir des clusters dans les établissements scolaires. Et surtout encore, ce que les autorités scolaires ont insisté sur l'engagement du ministère de l'Éducation nationale à respecter le protocole sanitaire dans toutes les écoles. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir rassurer et protéger les enseignants? Tout d'abord, je pense bien qu'il y a eu une grande concertation parce que le ministère a tenu d'abord à discuter avec les enseignants à travers les syndicats d'enseignants pour la reprise, avant même la reprise. Et des grandes concertations ont été faites avec les syndicats d'enseignants, avec la société civile, avec les parents d'élèves, avec les partenaires techniques et financiers pour qu'on ait une même compréhension. Ensuite, le ministère a également assuré le transport de tous les enseignants vers leur lieu de travail parce qu'après la fermeture, tous les enseignants étaient rentrés. Donc, il fallait s'occuper de faire retourner tous ces enseignants dans le lieu de travail. Le ministère a organisé également ce retour des enseignants, bien qu'il y ait eu également quelques problèmes. Au Sénégal également, les enseignants qui sont porteurs de comorbidité, c'est-à-dire des enseignants qui sont malades, qui ont des hypertensions artérielles, le diabète, parce qu'on sait maintenant les malades, les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées et les gens porteurs de comorbidité. Donc, les enseignants qui sont porteurs de ces comorbidités ont été dispensés de la reprise actuelle. Et la dernière, peut-être l'avant-dernière, avant la reprise, on sait bien que les écoles privées ont été très impactées par cette reprise et qu'il y a eu même des enseignants qui ont resté 5 mois sans avoir le salaire, quelqu'un l'a dit. Et le ministère de l'Éducation nationale a fait une subvention, je pense, de 3 milliards aux écoles privées pour permettre aux enseignants de pouvoir avoir une partie de leur salaire. C'est très important. Pendant la rentrée, c'est essentiellement les mesures de protection, c'est essentiellement les mesures qui sont liées au protocole, au contrôle de l'infection, les nettoiements et désinfections de toutes les salles de classe par le service d'hygiène, la dotation de 3 masques lavables par personne, par élève et enseignant, le port obligatoire de masques dans tous les lieux, la mise en place de dispositifs de prise en température à l'entrée de l'école, les thermoflash, la distanciation physique, un élève par table et chaque classe ne devrait pas avoir plus de 20 élèves. Et je rappelle que la reprise des enseignements au niveau du Sénégal n'a concerné que les élèves qui font les examens, c'est-à-dire les élèves de CM2, de 3e et de terminale. Les salles de classe ont été aérées avec ouverture des portes et des fenêtres. La mise en place d'un comité de veille dans chaque école également a été d'un apport important. Et après la rentrée, et c'est dans ce cadre-là même que je suis à Diourbel pour appuyer les académies, c'est la mise en place des comités académiques de veille d'accompagnement psychosocial par une lettre circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 4 juin pour permettre aux académies, aux services, aux psychologues conseillers, aux médecins scolaires pour accompagner avec l'apport du ministère de la Santé les enseignants qui ont été parfois stigmatisés, pour également accompagner les enfants qui risquaient d'avoir un décrochage. Donc, cette formation est en train de se faire dans les 5 académies du Sénégal pour former ces acteurs à une meilleure prise en charge, que ce soit l'écoute,
la dédramatisation, la perception et la détection de risques, la stigmatisation, la discrimination et également le déni. Parce que dans cette maladie également, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport au déni. Et maintenant, quels seront nos défis? Parce que nous allons certainement nous allons vers la fin de cette année scolaire, de cette fermeture, mais nous allons également vers la réouverture prochaine au mois de novembre qui est retenue au Sénégal pour tous les élèves maintenant. C'est dire au Sénégal, c'est 3 500 000 élèves qui vont retourner dans les écoles. Donc, il nous faut anticiper la lutte contre le décrochage scolaire, j'en ai parlé, prendre en charge la santé sexuelle des filles victimes de violences ou de grossesse pendant le confinement. Ça aussi, ce sont des choses que nous avons entendues, qui nous est revenu, qu'il y a eu beaucoup de jeunes filles, surtout les filles qui sont les plus vulnérables, qui sont victimes de violences et de grossesse précoces. L'accompagnement psychosocial des enseignants, surtout les plus vulnérables, parce que au mois de novembre également, ces enseignants vont retourner dans les classes. En conclusion, nous pouvons dire que cette première reprise s'est bien passée au niveau des écoles et les examens sont en train d'être organisés. Le CFE, le certificat d'études, a été organisé dans de très bonnes conditions. Il reste à organiser le bac et le BFM, le brevet. Et dire également que le fait de scolariser des enfants et les encourager à rester le plus longtemps à l'école contribue à améliorer leur santé. Parce que l'école également, c'est un moyen de socialisation. Et alors on parle toujours de distanciation sociale, comment arriver à maintenir une connexion sociale tout en maintenant les mesures de distanciation physique, ce que disait le professeur Abdul Khan. Et terminer par la projection au déploiement des mesures de barrière pour l'ouverture générale du mois de septembre pour les étudiants, qui vont ouvrir également, les étudiants du Sénégal vont ouvrir au mois de septembre pour apprendre de cette ouverture, pour mieux préparer l'année scolaire. Voilà ce que je voulais dire pour l'expérience du Sénégal par rapport à la protection des enseignants. Je vous remercie. Merci, docteur et Aliou Dia, pour votre présentation et votre partage d'expérience dans ce qui se passe au Sénégal. Et nous allons tout de suite aux autres panélistes. Cheikh Sidati, si vous pouvez m'attendre. Cheikh Sidati, il est aussi du Sénégal et un enseignant qui va partager son expérience avec le COVID-19. Cheikh Sidati, pouvez-vous m'attendre? Allô, bonjour, oui, je vous entends. Bonjour. Oui, à vous la parole et vous avez 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Cheikh Sidati Fall. Je suis professeur d'anglais dans un lycée du Sénégal. Je suis très heureux vraiment de participer à ce webinaire. Et je voudrais juste partager mon expérience, l'expérience que j'ai eue avec le coronavirus. En fait, tout a commencé quand le gouvernement avait pris la décision, le gouvernement sénégalais avait pris la décision de rouvrir les établissements scolaires. Donc, comme tout bon enseignant, j'étais obligé de rejoindre mon poste. Donc, je devais quitter ma région natale qui est à 70 km de Dakar pour rejoindre mon lieu de travail qui se trouve au centre du pays. Donc, en venant le 25, c'était le 25 juin que les cours devaient reprendre normalement. Le 25 juin, quand on est venu à l'école, tout allait bien. Vraiment, comme l'a dit tout de suite M. Khan, les mesures barrières étaient respectées. Il y avait la distanciation sociale, il y avait le port de masque obligatoire pour les élèves comme pour les enseignants. Il y avait aussi les lave-mains, donc nous étions obligés de nous laver les mains avant de commencer quoi que ce soit, ou bien juste en sortant des classes. Donc tout allait bien, j'avais commencé mes cours et dans les classes, il n'y avait pas plus de 20 élèves dans chaque classe. J'avais commencé mes cours correctement et j'avais même commencé à taquiner mes élèves en leur disant que bon, dans cette zone, il n'y a pas tellement de personnes infectées, mais il faut être prudent parce que nous, professeurs qui venons de zones très infectées, nous pouvons être porteurs du virus sans le savoir. Et malheureusement, tel était mon cas. J'étais porteur sans le savoir. Donc, j'ai pu faire cours le jeudi 25 et le vendredi 26, cours sans problème.
Maintenant, c'est durant le week-end que je me suis senti un peu fébrile, surtout le dimanche. J'avais des maux de tête, la température qui augmentait. Bon, je me suis dit que bon, c'était pas grave, peut-être que c'était la grippe ou bien le paludisme, comme on le connaît souvent dans notre pays. Après, j'ai fait ce qu'on appelle l'automédication. Je suis allé moi-même à la pharmacie acheter des médicaments tels que Doliprane et CA5000. J'ai pris ça le dimanche. Bon, après, ça va. Malheureusement, le lendemain, le lundi, je devais avoir cours dans 2 classes de terminale. Et comme je me sentais toujours faible, je ne voulais pas aller directement à l'école parce que je ne savais pas réellement de quoi il s'agissait. Donc, j'étais obligé d'appeler les autorités académiques telles que le proviseur et le censeur pour leur expliquer la situation. Bon, ils m'ont dit, effectivement, vous pouvez rester à la maison, mais on va vous mettre en rapport avec un docteur et on va essayer de voir si ce n'est pas grave ou bien... Parce que c'était ça le protocole. Bon, après, ils m'ont mis en rapport avec le médecin qui m'a posé quelques questions en me demandant est-ce que je n'avais pas de problème de goût, est-ce que je n'avais pas perdu le goût ou bien l'odorat. Je lui ai dit, bon, ça va, tout allait bien. Après, il m'a demandé de venir pour faire le test pour être beaucoup plus sûr de la situation. Bon, le lendemain, je suis allé là-bas faire le test, normalement, sans problème. Je suis retourné chez moi. Le jour d'après, on m'appelle pour me dire, Monsieur Fall, malheureusement, vous êtes porteur du virus. Et là, c'était extraordinaire parce que c'était comme un tremblement de terre. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'étais obligé de dire ça à certains membres de ma famille et l'établissement aussi était au courant de ce qui se passait. Donc, j'étais obligé de rester à la maison. Un jour après, ils sont revenus à la maison et ils ont fait le test. Ma femme a fait le test et ils ont trouvé qu'elle aussi, je l'ai contaminée. Donc, la situation était alarmante parce que d'après ce que je voyais à travers la télé, ce qui se passait en Europe du moins, les gens qui mouraient et des familles entières qui étaient contaminées, bon, j'étais tellement abasourdi, vraiment, j'étais KO en quelque sorte. Bon, mais je l'ai pris avec philosophie parce que, comme tout bon musulman, je savais que si je devais y passer, je ne pouvais pas faire autrement. Que j'étais tellement stressé, mais le gouvernement avait décidé maintenant de ne plus prendre en charge les gens à l'hôpital, mais de les confiner chez eux. Donc, on m'a confiné chez moi durant presque 15 jours. Et ce qui était beaucoup plus difficile, c'était mes enfants. J'ai 2 enfants, un garçon de 4 ans et un autre aussi de 9 mois. Et on m'avait dit de ne pas les approcher. Donc, c'était tellement dur de voir ces enfants qui sont là devant toi et de ne pas être en mesure de les toucher. Donc, c'était difficile. Mais on a pu faire avec. Donc, ils nous ont donné des médicaments. Au début, la prise en charge n'était pas tellement complète parce que je devais prendre en charge, je devais acheter certains médicaments. Eux, ils ne m'ont pas tout donné. Au début, donc, ce n'était pas tellement normal. Bon, mais après, l'académie aussi a fait un geste. Donc, finalement, la prise en charge était correcte en quelque sorte. Bon, on a pris les médicaments durant 10 à 15 jours et tout allait bien. Ma femme, les autres aussi, mes enfants ne présentaient pas de symptômes. Donc, je me disais que tout allait bien. Ça n'a pas du tout été facile en quelque sorte parce que après 15 jours de confinement, on a fait... Ils sont revenus pour faire 2 fois encore le test. Après, ils m'ont dit que c'était négatif et que je pouvais maintenant vaquer à mes occupations. Mais je ne pouvais pas aller à l'école parce que les autorités académiques avaient pris la décision de donner mes classes à d'autres profs qui étaient disponibles. Donc, côté psychologique, je peux dire que mes amis et mes camarades ou bien mes collègues et ma famille, ces gens-là m'ont soutenu psychologiquement. Donc, vraiment, je n'avais pas besoin de psychologue parce que ces gens-là ont bien joué leur rôle durant la durée de notre confinement. Bon, après quelques temps, je suis resté 1 mois maintenant sans faire cours. Mais quand on m'a déclaré guéri, finalement, j'ai repris les cours depuis presque 20 jours. Et
Actuellement, tout va bien. Je viens juste de revenir de l'école, donc j'ai pu faire cours dans mes classes de terminale. Et Inch'Allah, c'est sûr que la semaine prochaine, le bac va commencer et je vais partir dans le nord du pays pour corriger le bac là-bas. En quelque sorte, je voulais tout simplement vous dire que la stigmatisation que l'on... Oui. Pouvez-vous résumer en 30 secondes, s'il vous plaît? Oui, pour résumer en quelque sorte, je voulais vous dire que il y a ce qu'on appelle la stigmatisation, mais l'individu doit être fort parce que si vous n'êtes pas mentalement fort, c'est sûr que ça peut vous blesser. Mais en quelque sorte, j'ai été un peu fort psychologiquement. Mes amis m'ont aidé. Et la zone où j'enseigne aussi, ces personnes qui sont là aussi ont bien compris la chose. Ils m'ont tellement soutenu. Donc, je n'ai pas été du tout en quelque sorte victime de stigmatisation. Je pense que le point positif de la chose, c'est ça, en quelque sorte. Donc, c'était l'expérience que je voulais partager avec vous. S'il y a maintenant d'autres questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Sidati. S'il y aura des questions, j'espère que le modérateur de chat l'a saisi et vous l'adressera par après. Maintenant, nous allons écouter M. Tounda Alphonse Dodé de Yaoundé, enseignant à l'énigme INIEC, bilingue de Yaoundé. Alphonse, vous avez 5 minutes. Oui, merci. J'espère que vous m'écoutez. Oui, je vous écoute. Je vous écoute très bien. Je suis Ntouda Elundu Alphonse Dodé, enseignant à l'école normale d'instituteurs de l'enseignement général bilingue à Yaoundé, au Cameroun. Mon propos s'articule autour de 5 points: la conception de l'école, la perception de l'arrêt des cours pendant la crise sanitaire, la gestion pédagogique de la crise sanitaire, les effets de la crise sanitaire sur les enseignants et les élèves et les perspectives par rapport à la réouverture des écoles. L'école est un milieu, un espace, un environnement dans lequel l'enseignant met en œuvre ses compétences, où il réalise son projet éducatif. C'est aussi le lieu d'apprentissage et de sociabilité des élèves. C'est en même temps un espace qui assure la santé, la sécurité et le bien-être général à l'enfant. Mais celui-ci a été brutalement fermé au cours de l'année scolaire écoulée à cause de la pandémie de la COVID-19. Comment donc cette fermeture brusque et imprévisible a été perçue par les enseignants et les élèves? C'est le deuxième point de mon propos. La fermeture brutale de ces écoles à cause de la pandémie a été perçue par la communauté éducative tout entière comme un traumatisme, comme une psychose. Sur le plan pédagogique, il y a eu cessation des enseignements et arrêt de l'apprentissage. Sur le plan social, cet arrêt des cours a entraîné des changements brusques d'habitudes, de comportements, de rituels et même des modes de vie familiaux. Sur le plan psychologique, il y a une rupture brusque des liens socio-affectifs qui existaient déjà entre les enseignants et leurs élèves, et même entre les élèves entre eux. Ces élèves ont été brutalement sortis de leur cadre scolaire et ne savaient pas pourquoi. Il a fallu que les médias interviennent pour une sensibilisation profonde, pour qu'ils comprennent pourquoi ils devaient rester à la maison. Comment donc cette crise a été gérée sur le plan pédagogique? Cette crise a été gérée par les écoles qui ont pris l'initiative de continuer les enseignements à distance pour éviter une perte d'apprentissage aggravée, dont la plupart de ces écoles, notamment dans les grandes villes, ont opté pour ce type d'enseignement virtuel via les réseaux WhatsApp et Internet. Le gouvernement lui-même n'est pas resté en marche. Il a aussi initié l'école à la maison à travers la radio, à travers la télévision, à travers l'Internet. Mais ces enseignements ont créé beaucoup de problèmes aux enseignants parce que lorsqu'ils étaient présentés à la télévision, ils subissaient beaucoup de critiques qui frustraient un peu les enseignants alors qu'ils étaient en train de s'exercer dans une pratique pédagogique qui ne leur était pas familière.
Et la réalisation de ces enseignements a montré deux difficultés. La première est que le public cible, c'est-à-dire les élèves, n'a pas été largement atteint du fait de la vulnérabilité des couches sociales les plus défavorisées, qui manquent d'électricité, de télévision, de téléphones Android ou même d'ordinateurs, et voire même l'Internet. La seconde difficulté de est-ce que concerne des enseignants qui, pour la plupart, ne sont pas assez aptes dans l'utilisation des outils modernes de communication. Quels sont donc les effets de cette crise sur les enseignants et les élèves? Le premier effet pour l'enseignant, c'est le stress, la psychose, le sentiment d'abandon ou de rejet de ses élèves. De manière brutale, il est séparé, il est sevré de ses élèves avec qui il avait déjà il entretenait déjà de bonnes relations socio-affectives. Et il ne comprend pas si ses élèves comprennent ce que c'est que le coronavirus. Est-ce qu'ils deviennent à la maison? Comment l'année scolaire va-t-elle se poursuivre? Le deuxième effet est la perte aggravée de l'apprentissage et une baisse généralisée des niveaux, surtout des couches sociales les plus défavorisées. La troisième conséquence est que les élèves se sont retrouvés dans un environnement ouvert où toutes les formes de violence sont présentes. On a enregistré durant cette période l'implication des enfants dans des activités lucratives, le petit commerce et autres, la consommation des drogues et des stupéfiants, la prostitution, des violences de toutes sortes, même l'activité sexuelle qui a engendré des grossesses précoces, non désirées et dont les auteurs sont toujours mal connus. La quatrième conséquence est que... Monsieur Alphonse, oui. Pouvez-vous résumer dans une minute, s'il vous plaît? Oui, et la quatrième conséquence était la relation socio-affective qui était rompue. Et pour le dernier effet, il y a eu la diminution ou même l'arrêt des salaires des enseignants, ce qui a créé une autre affection psychologique. Maintenant, par rapport aux perspectives pour la réouverture des écoles, les enseignants souhaitent qu'on puisse permettre aux acteurs d'avoir le même état d'esprit, le même état psychologique et émotionnel que celui qu'ils ont l'habitude d'avoir, parce que nous sommes dans une situation compliquée, une situation nouvelle qui va nous demander de réexaminer comment ça va se passer. Il s'agit aussi de mettre à la disposition des enseignants les conditions initiales de protection et de riposte que nous avons appelées les mesures barrières, afin qu'ils puissent se les approprier et pour que l'année se déroule, que tout le monde commence l'année en santé. On devra aussi commencer l'école par les séances d'échange sur la perception de la maladie pour éviter les stigmatisations, et ce n'est que plus tard que les enseignements proprement dits pourront commencer. Et enfin, nous pourrons avoir besoin d'une quantité importante d'enseignants, puisque pour respecter les mesures de distanciation, les classes devront être multipliées, ça va nécessiter un personnel, et il faudrait éviter que les enseignants aient un surpoids de travail où ils auront les classes à double vacation. Nous pensons donc que ces quelques mesures et bien d'autres pourront permettre un soutien sanitaire et psychosocial effectif des enseignants et de leurs élèves qui présenteront un gros risque d'abandon scolaire parce que certains se sont habitués à leurs activités, d'autres ne reviendront pas parce qu'il y a la grossesse et les autres aussi, leurs parents auront perdu leur emploi. Bon, voilà notre contribution à ce webinaire. Je vous remercie. Alors, vous m'écoutez? Merci Alphonse. Merci Alphonse pour cette présentation des Cameroun. Je voudrais demander si Dr. Mboran Bassi Simplice, est-ce que vous êtes là? Dr. Mboran Bassi Simplice, dans l'OMS, est-ce que vous êtes là?
Sinon, si Dr. Bolambassi Simplice n'est pas là, et nous allons procéder aux questions qui ont été posées dans la fonction chat. Jibril, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que c'est Jibril? Oui, c'est Jibril. Y a-t-il des questions dans la salle de discussion de fonction chat? Oui, il y a des questions. Il y a deux questions qui ont été envoyées. Une à Sandy Sail et puis la seconde au docteur Aliou. La première question, donc la question adressée à Sandy Sail, c'est que des études ont montré qu'en Afrique, seul un quart des écoles disposent d'eau potable et environ 40% ont un dispositif sanitaire. Et donc, comment peut-on garantir la santé des éducateurs et des apprenants dans cette situation? De là, quelles sont les chances de pouvoir arrêter la chaîne de transmission du virus? Merci pour la question. Il s'agit vraiment d'un énorme défi. La plupart des écoles rurales ont un problème d'accès à l'eau et à l'assainissement, comme vous l'avez dit. Et je sais que les États, avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l'UNICEF, pour préparer à la réouverture des écoles, ont fourni des seaux avec des robinets pour alimenter les écoles en eau en quantité suffisante afin d'améliorer l'assainissement. Mais les contraintes de ressources limitent évidemment la portée de ces interventions. Donc, elles remettent en évidence l'insuffisance du développement des infrastructures, des bases de nos pays. Je suis à l'avis qu'il est essentiel de donner la priorité à la résilience du système si l'on veut réussir à réduire à la transmission du coronavirus et à prévenir et à se préparer à l'apparition d'autres maladies transmissibles comme le choléra. Nous avons des poches d'innovation sur le continent, comme le développement de savons qui ne nécessitent pas d'eau, mais toutefois, le défi consiste à étendre ces initiatives et à les rendre accessibles aux plus vulnérables d'entre nous. Donc, c'est vraiment un énorme défi et il s'agit des interventions plus systémiques pour améliorer ces problèmes. Merci Sandy. Et Jibril, y a-t-il d'autres questions? Oui, la seconde question, c'est toujours de M. Toudi Anawi, qui demande au docteur Aliou Dia jusqu'à quel degré les enseignants et leurs syndicats ont été impliqués dans le processus de décision sur la fermeture et la réouverture des écoles suite à ce Covid-19. Bonjour. Docteur Aliou, oui. Oui, je vous écoute. Donc, par rapport à cette question, au degré d'implication des enseignants, ce que je peux dire que lorsqu'on a fermé les écoles, il y avait un comité de veille qui a été installé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et ce comité de veille a impliqué par arrêté ministériel les enseignants, les syndicats des enseignants et les parents d'élèves également. On ne pouvait pas se réunir en présentiel, mais il y a eu 2 réunions qui ont été tenues et les syndicats d'enseignants étaient présents. Donc, à ce niveau, ils étaient impliqués pour voir quelle stratégie il fallait prendre pour la continuité pédagogique des enseignements, pour apprendre à la maison. Ensuite, surtout, parce qu'il fallait reprendre les enseignements avec les enseignants. Si les enseignants n'étaient pas impliqués, je pense que les cours ne pouvaient pas reprendre. Donc, le ministère a pris contact avec les enseignants, a discuté avec eux, les a écoutés. C'est vrai que la décision finale est prise par l'autorité, mais tous les enseignants, il y a ce qu'on appelle les enseignants, les syndicats les plus représentatifs, mais le ministère a écouté aussi les autres syndicats. C'est surtout au niveau des syndicats, des enseignants que le ministère a discuté, a eu leur avis. Ils ont donné des propositions
pour la réouverture des écoles. C'est à ces deux niveaux vraiment que le ministère a discuté avec le syndicat des enseignants. Merci. Merci. Allô? Je vois le docteur Dimitri Sanga, qui est le directeur je pense, du bureau multisectoriel de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest et à l'UVSAME. Docteur Dimitri Sanga, merci. je vais vous prendre la parole. Merci, chers collègues. Merci pour avoir organisé ce webinaire très intéressant. J'ai une question et un commentaire. La question, c'est à notre collègue Delphine qui a fait une très bonne présentation sur les recommandations, sur les enseignants pour améliorer leurs conditions de travail. Hein. On ne peut pas avoir un enseignement de qualité si on n'a pas des enseignants de qualité, si on ne met pas tout en œuvre pour améliorer les conditions dans lesquelles ils travaillent. Vous savez, ce continent a une histoire émaillée des cadres, stratégies de très haute facture, hein, de grande qualité. Pour ceux qui suivent l'actualité, je vous rappelle le plan de Lagos, le NEPAD, les programmes pour les infrastructures et tout ça. Quand on le regarde sur papier, c'est des documents de haute facture. Là où nous pêchons, c'est dans la mise en œuvre. Alors, ma question ici, c'est de dire, c'est très bien d'avoir des recommandations que nous avons, que nous donnons au pays, mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour faire en sorte que ces recommandations puissent vraiment nous aider à améliorer les conditions des enseignants pour qu'ils contribuent à cette éducation de qualité? Ça, c'est ma première question. Et, deuxièmement, c'est plus un commentaire. Je voudrais saluer ici le témoignage qui a été fait par notre collègue Cheikh. Ce n'est pas évident. Il a été servir son pays et il s'est retrouvé avec testé positif à la COVID. Et il a partagé cette expérience. Ce qui a fait la différence, c'est le fait que la communauté, les amis, le milieu scolaire lui-même dans lequel il évolue, les gens ne l'ont pas stigmatisé. Ils l'ont plutôt soutenu moralement pour qu'il puisse passer à travers cette épreuve et revenir aujourd'hui, être en train d'enseigner les enfants qui vont passer leur bac dans 2 semaines. C'est vraiment quelque chose à saluer et à émuler à travers le continent. Parce que le contraire aurait pu arriver. Hein? Les parents qui vont dire, voilà, il y a un enseignant, surtout en milieu rural, il y a un enseignant qui a la COVID-19 là-bas, je n'enverrai même pas mon enfant à l'école. Donc voilà des exemples qui nous permettraient, qui méritent d'être émulés, d'être partagés pour que nous puissions passer à travers cette crise ensemble. Merci. Merci beaucoup, Dr Dimitri Sanga. Est-ce qu'il y a un panéliste qui pourrait traiter la question du docteur Dimitri Sanga ou un présentateur? Oui, Bernard, je pense que la question s'adressait à moi, Delphine, donc je veux bien y répondre si j'ai suffisamment de temps. Oui, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre question, monsieur le directeur. Effectivement, un des problèmes majeurs, c'est de savoir comment traduire les textes qui contiennent souvent des principes qui sont validés par les pays, mais comment les traduire ensuite dans la réalité, c'est un des défis majeurs des instruments normatifs et de l'action même normative des organisations internationales. Je pense que dans le cadre des recommandations portant sur le statut des enseignants, un des apports du comité qui est en charge du suivi de l'application de ces recommandations est qu'il permet parfois, quand la communication est bloquée entre les différentes parties prenantes, par exemple entre le gouvernement et les organisations représentatives des enseignants,
Cela peut permettre de trouver des voies alternatives de discussion, renforcer le dialogue sectoriel et ensuite pouvoir engager des réformes souhaitables pour la promotion du statut des enseignants. Donc, je pense que ça, c'est déjà un point peut-être à noter. Un deuxième élément serait peut-être aussi les conseils et les recommandations que le comité fait dans ses rapports tous les 3 ans. Il note les tendances qui ont lieu dans la promotion du statut des enseignants, ce qui permet de nourrir des réflexions des différentes parties prenantes et peut-être d'apporter des éléments suffisants pour réorienter ou affiner certaines réformes qui sont engagées au niveau local. Mais comme vous le dites, le défi majeur reste toujours de mettre en place des mécanismes au niveau local, des mécanismes fonctionnels qui permettent ensuite d'appliquer véritablement les principes généraux contenus dans les recommandations. Merci beaucoup. Merci Delphine. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer aux notes de clôture et non seulement parce que nous avons perdu à peu près 10 minutes. Djibril, puis-je passer aux notes de clôture? Oui, il y a eu quelques recommandations, quelques petits commentaires, mais je crois que tu peux passer à... Il n'y a pas de questions en tant que telles qui restent. Alors, merci infiniment Anna Elisa Santana Afonso, directrice du bureau de liaison à Addis Ababa. Merci beaucoup Anna Thérèse Ndaounjata, directrice du bureau d'UNESCO en Afrique basée à Nairobi. Et merci beaucoup Dr Dimitri Sanga, directeur du bureau multisectoriel de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, et de nous avoir accompagnés durant ce webinaire. Merci aux présentateurs et panélistes et je vous remercie beaucoup pour votre contribution à ce webinaire, et notamment Delphine, Sandy, Aliou, Soro, Cheikh Sidati, Alphonse, Djibril, José et M. Apollinaire Daïsava qui s'est porté volontaire pour prendre les notes de la discussion de ce webinaire, ainsi que cher tout le monde et pour votre temps dédié à nous accompagner durant cette heure et demie qui vient de s'écouler. Nous avons écouté les présentations très intéressantes et diversifiées qui étaient riches d'informations sur les défis expérimentés relatifs à la santé et au bien-être des enseignants, ainsi que le souci sanitaire et social procuré par les gouvernements et les partenaires en éducation pour maintenir la santé et le bien-être des enseignants, étudiants et les communautés. Et le thème de discussion de ce webinaire était important parce que souvent, nous attendons la discussion sur le soutien dans le milieu scolaire et se focalisant sur le soutien aux étudiants. Mais il est aussi très important de reconnaître et souligner le besoin de soutenir les enseignants pour qu'ils puissent donner un soutien efficace aux étudiants. Les difficultés que les enseignants ont subies à cause de COVID-19 ont été soulignés par la directrice du bureau de liaison de l'UNESCO à Addis Ababa. Et parmi ces difficultés, il y a le fait que certains enseignants ont perdu les emplois ou une partie de leur salaire, ce qui les a exposés à l'insécurité alimentaire, comme l'a souligné Sandy, de notre présentatrice. Certains autres enseignants ont même contracté le virus, comme Cheikh Sidati a partagé son expérience relative. Comme les recommandations de l'UNESCO et de l'Organisation internationale du travail le soulignent, soutenir les enseignants durant et après la réouverture des écoles est primordial pour la pérennité des pratiques éducatives. Ce soutien pourrait se traduire par le renforcement des capacités des enseignants en matière d'apprentissage ouvert et à distance et l'utilisation des médias et technologies éducatives relatives, et ce qui a été aussi souligné par M. Alphonse Dodé du Cameroun. Et cela permettrait aux enseignants de poursuivre les pratiques professionnelles en éducation
tout en assurant leur sécurité, celle de leur famille, celle de leurs élèves et celle de leur communauté. En même temps, les difficultés de connexion Internet qui prévalent en Afrique doivent être prises en compte. C'est la raison pour laquelle les solutions basées sur les ressources limitées déjà existantes dans les différents pays africains doivent être soutenues tout en améliorant la disponibilité et l'accessibilité aux médias et technologies éducatives. Dans les milieux scolaires où les médias et technologies éducatives ne sont pas encore accessibles pour l'enseignement de qualité équitable, il est fortement recommandé de mettre en place le soutien sanitaire et psychosocial ainsi que les mesures de prévention, y compris le lavage de mains obligatoire avant d'entrer dans les écoles, le lavage de mains régulièrement à l'intérieur de l'école, les tests réguliers, la réduction du nombre d'étudiants dans les salles de classe et autres endroits publics comme les salles à manger, même les corridors, distanciation sociale, la distribution des masques, le port des masques obligatoires, etc., etc. Le soutien psychosocial des enseignants vient non seulement des autorités scolaires, mais aussi de la communauté de l'école. C'est pourquoi les communautés doivent être préparées pour éviter la stigmatisation de ceux qui ont été testés positifs du COVID-19. Les communautés devraient plutôt les soutenir. Encore une fois, je voudrais remercier du fond de mon cœur tous les partenaires et parties prenantes qui ont collaboré avec l'UNESCO IKIBA pour le succès de ce webinaire, y compris le bureau de liaison d'UNESCO à Addis Abeba, et l'équipe du bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale de l'UNESCO basé à Dakar, les administrateurs nationaux d'UNESCO dans les différents pays et tout le monde qui avait participé dans ce webinaire. Et je vous souhaite une agréable journée, après-midi ou soirée. À la prochaine fois. Au revoir.